Bonjour. Dans ce podcast, je prends aujourd'hui une question que j'ai reçue de Roger, qui est abonné à un autre service d'investissement aux États-Unis, le service de Marius Skonieczny. Voilà, je lui fais un peu de pub si ça vous intéresse. Donc, c'est quelqu'un qui investit dans des microcaps américaines. Voilà. Roger me présente une des idées de Marius dans son mail. Je ne mentionnerai pas cette idée à la fois par respect pour le travail de Marius et parce que aussi Roger paye un abonnement pour accéder à ces idées-là. Bon, en plus, entre nous, je vous recommande pas particulièrement cette idée-là, sinon vous pensez bien que j'aurais peut-être contacté Marius pour la co-présenter ou un truc dans le genre si je pensais que c'était vraiment nécessaire pour vous et que c'était bien pour vous, hein. Donc voilà, ne soyez pas trop déçus si je dis pas le nom de la société, mais l'intérêt de la question reste tout à fait pertinent pour que vous puissiez apprendre quelque chose chez l'investisseur français. Voilà. Alors, ce que dit Roger, c'est que la société s'échange actuellement à deux fois ses ventes. Il pense que c'est parce que ça trade sur le Tay6 Venture. Alors ça, c'est vraiment l'avis de Roger, hein. Donc c'est pas, voilà, la société elle peut trader où elle veut et s'échange à deux fois les ventes, ça c'est un fait. Bon, Roger pense que ça devrait s'échanger beaucoup plus que ça visiblement parce que c'est une société qui est sur le Tay6 Venture. Il pense que quand la société sera uplistée sur le Nasdaq, l'année prochaine, la valorisation va changer. Il dit que les ventes ont progressé de 10 millions au premier trimestre à 40 millions au quatrième trimestre et que l'entreprise sera profitable au quatrième trimestre. Il dit aussi que c'est une compagnie SaaS, donc SaaS en hypercroissance, qui exécute bien sa stratégie de rollout. Et donc, voilà ces questions à la suite de toutes ces constatations. Euh, la première question, c'est comment est-ce que l'on compare la croissance de cette société-là avec celle de venteunique.com? Et la deuxième question, c'est quel est le bon multiple des ventes pour valoriser une telle société une fois qu'elle passe sur le Nasdaq? Alors, je vous dis honnêtement, ces questions-là, elles sont extrêmement pointues et normalement, bon déjà, elles devraient être posées à celui qui les recommande, hein, pas spécialement à moi, parce que déjà, ça voudrait dire que faut comprendre quand même l'activité de la boîte et ce qui se passe dans la boîte. Bon, je peux quand même répondre à la première de ces questions, qui est comment est-ce qu'on compare la croissance de cette société à celle de venteunique.com? Bah, en fait, c'est incomparable, tout simplement. On ne peut pas les comparer. Dans un cas, il y a une société qui a un vrai business, qui fait de la croissance régulière, qui fait des vrais ROI, qui a des vraies métriques, qui a un vrai business, qui a un vrai dividende, qui a vraiment quelque chose qui se passe là-dedans, quoi. Avec un produit de référence, une position de marché de référence, et qui fait uniquement de la croissance organique en vendant simplement plus de produits à ses clients. Donc ça, c'est une croissance qui est normale, une croissance qui est en plus rentable, puisque chaque année, le retour sur investissement de venteunique.com progresse significativement, ce qui prouve justement la rentabilité de cette croissance. Et comme je l'ai mentionné dans une vidéo précédente, le ROI des investissements de venteunique.com dans son activité, c'est quand même plus que 50% par an. Donc c'est une croissance extrêmement rentable et organique. De l'autre côté, comme le dit Roger dans son mail, on a une société qui ne fait que des acquisitions. Donc en gros, c'est comme si je vous donnais, là, je sais pas, 10 milliards d'euros et que vous alliez dans la rue pour acquérir des business, bah forcément, à la fin, vous allez revenir en faisant du chiffre d'affaires, hein, puisque vous avez racheté plein de boîtes pour 10 milliards, quoi, hein, tout simplement. Donc vous avez acheté votre croissance, mais est-ce que vous avez bien acheté ou est-ce que vous n'avez pas bien acheté? En fait, vous en savez rien.
Soit il y a des métriques sur les deals d'acquisition qui sont connues, communiquées et analysables, soit en fait c'est pas analysable et vous investissez un peu à l'aveugle en priant que le CEO que vous avez ait fait des bonnes acquisitions. Voilà. Bien sûr, moi j'ai aucune vision sur les stratégies d'acquisition de cette entreprise. J'ai aucune vision des comptes des sociétés acquises. Il n'y a aucune information qui est donnée dans les rapports, les états financiers sur les métriques des différentes acquisitions. Tout ce qu'on peut dire, c'est que voilà, on est passé à un bilan qui est en endettement net. On a des managers qui se sont payés 9 millions et demi en stock option pour réaliser ces acquisitions. Donc les mecs vous volent, hein, juste ils vous volent. Quand ils font une acquisition, les mecs ils se prennent des actions de la compagnie alors que vous êtes actionnaire. Donc vous avez des mecs qui vous volent et qui font des acquisitions. Bon, voilà, je sais pas, vous faites ce que vous voulez avec ça. Moi, je suis pas spécialiste de cette boîte et je compte pas le devenir parce que moi, quand un mec me vole 9 millions et demi en faisant des acquisitions successives pour se créer un chiffre d'affaires, moi, je suis pas très content et je parle pas aux gens comme ça, quoi. Donc voilà, je vais pas m'éterniser sur cette boîte. Évidemment, si je magouille bien les comptabilités, de toute façon, je pourrais toujours afficher un profit, ça c'est sûr. Pour autant, voilà, ça me dit pas combien j'ai de ROI sur les différentes acquisitions de business. Ensuite, est-ce qu'on peut valoriser un business comme ça en multiples de chiffres d'affaires? Je suis pas sûr, hein. Enfin, moi, je suis pas sûr qu'on puisse valoriser un business en multiples de chiffres d'affaires déjà, comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente. Parce que, en fait, ça dépend si votre chiffre d'affaires il vous donne un retour sur investissement dans votre activité. Si le retour sur investissement dans votre activité est négatif, le bon multiple de chiffre d'affaires à retenir pour la valorisation de votre boîte, c'est zéro, hein. Donc voilà. Ensuite, bien sûr, dans les boîtes SaaS aujourd'hui, comme il y a beaucoup d'investisseurs qui ont soit débarqué, soit voilà, les investisseurs se sont mis à la spéculation, il y a des boîtes SaaS comme Semler Scientific qui à un moment cotait voilà, 20 fois les ventes et certains value investors disaient que c'était conservateur. Bon, ok, on sait où on est là, c'est forcément une bulle. Bon, là, Semler Scientific a un peu corrigé, ce n'est plus que 10 fois les ventes. Mais Semler Scientific, c'est une vraie activité avec un vrai business, avec un vrai ROI, avec une vraie croissance, avec un vrai produit, avec un vrai marché. Voilà, elle se transige aujourd'hui à 10 fois les ventes, sans doute, quelque chose comme ça. J'ai pas regardé en détail. Je l'ai sur ma watchlist parce que c'est une vraie boîte quand même, hein, le truc. Mais voilà, c'est pas du tout le genre de valo auquel moi j'investis dans une boîte. Euh, Là, cette boîte-là, on ne sait même pas s'il y a un ROI sur ses ventes en fait. Donc ça se trouve, la boîte, plus elle vend, plus elle perd de cash, ou euh, je sais pas ce qui peut arriver d'autre. Enfin voilà. Tout ça, normalement, faut regarder, il faut faire une vraie analyse. Là, en l'occurrence, comme le périmètre de la société change tous les 3 mois. La société n'est pas analysable hein, de toute façon, donc quand vous avez un périmètre qui change tous les 3 mois, vous ne pouvez rien analyser. Donc après, ça devient une question de foi. Voilà, est-ce que les mecs, quand ils vont uplister sur le Nasdaq, ils vont pouvoir enfumer les investisseurs pour qu'ils payent au moins 5 fois les ventes en disant nous en fait on fait du SaaS. Mais en fait on sait même pas ce qu'ils font. Je veux dire, moi j'ai jamais utilisé un de leurs produits. Je sais que Microsoft fait du SaaS. J'ai déjà utilisé Word et Excel, hein, donc je peux vous dire que Microsoft fait effectivement du SaaS. Autant ces gens-là, ce qu'ils font, j'en sais rien. Ils disent qu'ils font des trucs, mais moi, leurs solutions, je les ai jamais vues. Je sais pas comment on les achète.
j'ai pas d'informations sur ces sujets. Et en plus, voilà, les mecs, visiblement, ils sont en train d'acheter des sociétés tous les mois là. Enfin, donc, c'est un peu compliqué à analyser ça. Enfin, donc, quel est le bon multiple des ventes une fois que ça liste sur le Nasdaq? J'ai envie de dire, c'est une question pour spéculateurs sur le Nasdaq, quoi. Moi, je suis pas spéculateur sur le Nasdaq. Si je devais payer quelque chose pour cette société, bah, en fait, ce serait zéro, hein, mais parce que moi, j'y connais rien et pour moi, c'est le bon multiple des ventes, quoi. Donc, dans ce cas-là, euh, voilà, j'ai le droit de dire, pour moi, le bon prix de cette société, c'est zéro. C'est peut-être pas zéro en réalité, mais moi, je peux pas payer plus que zéro pour une société qui acquiert des sociétés dont je ne sais rien. Donc voilà, je parlais d'un sujet similaire d'ailleurs pendant la formation avec Driss, qui me parlait d'une société qui avait des caractéristiques très intéressantes en Iran. Ça a effectivement l'air d'être un business très prometteur, avec une très bonne position compétitive, etc. Mais je disais pareil à Driss, hein, moi quand j'ai pas de métrique. Je peux pas faire une évaluation de business et je préfère rater une opportunité de bon investissement. Je préfère rater un fois 10, même rater un fois 100, plutôt que d'aller sur une société où j'ai pas de métrique. C'est-à-dire, sinon, j'investis à l'aveugle mon argent et je risque d'avoir quelques problèmes. Et moi, à chaque fois que j'ai investi dans une société où j'étais pas sûr du ROI de ces opérations, ça s'est fini par des problèmes. Donc, en fait, moi, j'ai pas envie d'avoir de problème. Et si je connais pas le ROI d'une société sur l'utilisation de son capital, en fait, je vais simplement pas investir dans la société, peu importe les promesses mirifiques de cet investissement, si je puis dire. Et peut-être que investir là dans cette société aux côtés de Marius, je sais pas, ça va peut-être rapporter fois 100 à vous, Roger, j'en sais rien, mais moi, je regarde pas ça, quoi. C'est-à-dire, soit j'ai une idée du ROI des investissements, soit j'en ai pas. Et là, pour l'instant, le seul truc que j'ai vu, c'est que le management, lui, s'est fait 9 millions et demi sur votre dos en faisant ces acquisitions-là. Ça me paraît un petit peu élevé au regard de l'horizon de temps, c'est-à-dire 9 mois. Sur 9 mois, les mecs, ils ont fait trois acquisitions d'après le cash flow statement. Et là, le mois dernier, ils ont encore annoncé des acquisitions. Donc, les mecs, visiblement, ils se payent bien pour faire des acquisitions. Et ils se font pas chier, les mecs, hein. Enfin, bon, voilà. Donc, à part le management, je sais pas qui ça enrichit, quoi. Peut-être vous aussi. À côté, mais peut-être pas. Moi, je sais pas, j'ai pas les chiffres pour en juger. Donc, Roger, s'il vous plaît, voyez ça avec Marius, qui en plus est un bon analyste. Marius, hein. C'est quelqu'un qui est quand même su analyser IDT à une époque où c'était très dur à analyser. Donc, il sait faire de l'analyse financière, Marius. C'est juste, voilà, demandez-lui à lui, parce que moi, une société qui change de périmètre tous les 3 mois, je regarde pas ça, quoi. Je sais pas faire. Je pense raisonnablement personne sait faire normalement, mais voilà, peut-être qu'il a des informations d'insider que j'ai pas. Mais voilà, moi, je peux pas vous dire quoi que ce soit sur cette société-là, hein. Voilà. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast.